ici avec des praticiens qui ont su concevoir des méthodes, des outils d'analyse, y compris ce qu'on appelle d'intelligence augmentée, parce que augmentée par la machine, l'utilisation de la machine, l'intelligence artificielle et logicielle, aussi beaucoup d'expériences applicatives qu'on a tenté de raconter aussi dans l'ouvrage, de mettre en perspective. Et puis on a des politiques publiques, ce qui est je dirais, une vraie avancée aussi par rapport à d'autres pays en France. Et donc, l'intelligence économique a une histoire. Et pourtant, constat, nos intelligences sont aveugles, comme dit Edgar Morin, c'est-à-dire qu'au vu de nos résultats, défaut d'anticipation, faible niveau de lecture des enjeux géopolitiques ou géoculturels, faible mobilisation, et puis des échecs stratégiques redoutables, depuis J'aime plus jusqu'à Alstom, l'affaire Alstom qui a donné lieu à une enquête parlementaire, et bien d'autres cas, nous avons un problème. Alors, le constat, nous l'avons fait et nous le partageons avec tous ceux qui sont qui travaillent sur ce sujet, avec tous ceux qui sont, je dirais, impliqués au quotidien, femmes et hommes, dans le développement de nos écosystèmes productifs, de notre économie, de nos entreprises à l'échelle des régions, des territoires et bien sûr à l'international. Nous avons, au fur et à mesure des années, nous sommes un peu, d'une certaine façon, endormis et nous avons surtout développé une approche qui s'est réduite. Et donc, nous avons une approche réductionniste, y compris au niveau de l'arsenal opérationnel. Et il a fallu ces dernières années pour que, au niveau du contrôle des investissements internationaux, par exemple, l'arsenal progressivement se renforce. Et donc, dans cet arsenal, tout ce qui a été veille, influence et sécurité, ça a, eu, a été approché de façon réductionniste. Réductionniste parce que défaut d'innovation, si nous regardons nos travaux, très faible recherche et développement en matière d'intelligence économique, ensuite une recherche et développement parcellisé, et puis un défaut d'articulation avec la prospective. Ça, c'est presque une faute grave. En 1995, quand avec Rémi Potra, se créer le comité pour la compétitivité et la sécurité économique sous l'autorité du Premier ministre Balladur. La première priorité, à l'époque, 1995, quand on lançait cette première politique publique d'intelligence publique, c'était la réhabiliter la prospective d'État. Ensuite, réductionniste parce qu'on s'est concentré sur des outils et des méthodes liées à la sécurité, beaucoup trop. On a peu travaillé à développer les stratégies d'influence. Le travail, on va le voir, sur la fonction information. On a surtout perdu ce qui a été le phare exemplaire presque de la démarche française, de l'école française d'intelligence publique. On a perdu le caractère interdisciplinaire. Il s'est réduit progressivement. Et ce qui est très embêtant, parce que c'est aussi le socle à la fois de façon opérationnelle, mais c'est le socle de l'influence de notre école dans le monde qui nous permet d'avancer progressivement sur des coopérations, notamment en Afrique, mais en Asie et en Amérique du Sud. Et puis, déficit d'intérêt pour la fonction, je le disais, information. Alors, très rapidement, les grands groupes ont développé leurs approches, ils ont des moyens financiers, mais alors à l'échelle des petites et moyennes entreprises, et je parle là de l'expérience aussi des chambres de commerce et d'industrie, malgré un investissement long, durable et considérable en expertise, à la fin des fins, à l'échelle des programmes de recherche et développement, si on regarde nos pôles de compétitivité, nos institutions de recherche, l'intelligence économique a peu percolé. Et donc nous avons pas réussi à, je dirais, entraîner cette dynamique qui permet d'éclairer les logiques de développement à la fois individuelles de nos petites entreprises et puis bien sûr de nos écosystèmes locaux. Ensuite, on regarde les avatars, je ne vais pas les commenter ni les décrire, les avatars de la stratégie nationale d'intelligence économique avec des hésitations dommageables à nos choix stratégiques, c'est-à-dire entre interventions régulatrices de l'État à certains moments et puis des périodes aussi intermédiaires de choix où c'est l'autorégulation du marché qu'on va laisser faire. En matière de formation, regardons et puis le référentiel que Alain avait produit avec les équipes de l'époque, les praticiens de l'époque, quand il était aux affaires, aux responsables d'intelligence publique, ensuite jusqu'au référentiel de Claude Rebel en 2015, ce qu'il reste, certes, des hauts lieux d'enseignement et de formation, mais insuffisant par rapport
au nombre qu'il faudrait être. Et je pense à l'école de guerre économique, je pense à ce qu'est ma business school. Il y a Poitiers, l'école européenne d'IE, pardon si j'en oublie ici, mais nous ne sommes pas assez nombreux vu l'enjeu. Et puis au plan international, il faut bien dire que jusqu'en Afrique, les arsenaux d'intelligence économique, les stratégies nationales se sont considérablement renforcés. Et donc, nous avons tenté de redessiner, mais tout à fait humblement, l'intelligence économique du futur, ce qu'elle doit être par rapport aux enjeux qui se développent. Et là, nous avons situé notre réflexion dans le cadre, déjà dès 2017-2018, de la grande transformation actuelle de nos modes de production et de consommation, et transformation même du capitalisme. Et puis, nous avons pris en compte, bien sûr, le phénomène de la transition généralisée écologique, énergétique et numérique qui exige de la part des praticiens en matière d'intelligence économique je dirais un approfondissement et une intensité d'innovation dans les outils et les méthodes, dans les visions aussi à construire et les stratégies, qui, est, qui, est, qui requiert une intensité considérable. Et donc, on s'est réellement situé dans le cadre géopolitique, comme nous l'avions fait quand nous écrivions collectivement ce rapport Martre. Nous étions dans un contexte géopolitique très clair et le rapport l'indiquait donc. Il a fallu se réapproprier aussi tous les enjeux de la géopolitique, en particulier de la guerre des intelligences et qui est devenue la nouvelle conflictualité entre la Chine et les États-Unis, mais bien sûr entre toutes nos économies et tous nos écosystèmes. Et donc, l'objectif, c'était prévoir, c'était intensifier l'analyse, c'était comment explorer le futur pour mieux agir sur le présent, comment augmenter nos capacités d'intelligence. On pourrait rajouter aujourd'hui, et c'est la chouette de l'académie qui le dit, comment augmenter nos capacités de vision de nuit, car la situation est vraiment, à certains moments, pourrait-on dire, on le voit à l'échelle des économistes, elle est illisible, et la réponse des économistes encore se cherche. Et donc on a organisé dans le premier volume 9 chapitres où on a revisité, il a fallu revisiter tout l'enseignement, toute l'expérience que nous avions développée, que la communauté de l'intelligence économique en France, les praticiens, les chercheurs aussi ont développé en géopolitique, dans le domaine du renseignement, de l'influence. Nous sommes réappropriés cette notion de sphère d'influence avec aujourd'hui dans Foreign Affairs le formidable article de Graham Allison, cet analyste américain qui avait débriefé je dirais le cas des missiles de Cuba, échec stratégique redoutable, qui nous dit aujourd'hui, il y a quelques mois, aujourd'hui sont réhabilitées les sphères d'influence dans les grands chocs géopolitiques et il nous encourage à travailler sur ces matrices de lecture des échiquiers des affrontements économiques. On a étudié aussi les écoles d'intelligence économique dans le monde, comment elles s'affûtent et comment elles dépendent aussi de cultures stratégiques. Il a fallu se réapproprier, presque pas réinventer, se réapproprier tout ce qui avait été fait dans les années 80-90 sur les cultures de la stratégie. Et puis la coopération internationale, nous l'avons décrite, elle est intense et elle permet aussi de comprendre la stratégie de nos concurrents et de nos partenaires, et puis l'intelligence organisationnelle et l'intelligence territoriale et prospective. Dans le tome 2, nous nous sommes concentrés sur l'approche de la fonction information. Au sens large, dans la définition que j'évoque rapidement ici, mais du recueil de l'analyse et surtout de la création à partir des résultats de l'analyse d'un savoir pour l'action, en permanence de chercher à se mobiliser sur des analyses approfondies, augmentées, qui permettent d'enrichir nos actions, à la fois en prospective, en réactivité, en accompagnement et en réactivité en matière de crise. Et là, on s'aperçoit que nous avons beaucoup perdu sur les travaux qui analysent le rôle de cette fonction, dont son impact sur la mutation des organisations, et qu'il a fallu travailler, nous avons ouvert des pistes de réflexion pour appropriation collective sur le sujet suivant, qui est l'impact de la fonction information sur le comportement des individus et qui font le substrat du développement des actions dans nos institutions et dans nos entreprises. Et donc là, on fait référence à des travaux, je ne veux pas prendre le temps, il faut regarder l'ouvrage, mais l'épigénétique, que Joël de René en 2018 a remis au bout du jour, où il nous explique que l'on peut agir
sur les gènes de notre ADN et il le transfère comme en analogie opérationnelle, il le transfère sur l'agir stratégique de nos sociétés, comment on peut modifier l'expression de nos organisations en travaillant sur ces gènes, sur son ADN, et la fonction information est tout à fait essentielle. Et donc, on va retrouver à nouveau eh bien, ce que nous travaillons, mais que nous avons oublié, et nous avions travaillé jadis quand les affrontements géopolitiques se jouaient avec le Japon, entre le Japon, l'Europe et les États-Unis, où nous travaillons sur les stratégies japonaises, la culture de la stratégie japonaise, et en particulier le bas, qui est l'organisation japonaise de création de savoir et de connaissances collaboratives. Et donc, c'est là que je voudrais insister sur ce point avant de conclure ici et passer la parole à Alain, c'est de dire que nous avons aussi, à travers cet ouvrage, tenté de faire œuvre de mémoire, non pas recomposer le passé, mais aller chercher dans le passé, dans nos archives opérationnelles et expérimentales, ce qui était très très riche et qui aujourd'hui nous permet d'avancer et nous dote de cette vision de nous que j'évoquais tout à l'heure. Donc tous ces sujets, nous allons les retravailler dans l'Académie de la science économique et notamment à travers ce qui est l'ADN de la science de l'Académie. Quand elle a été créée, Robert Guillaumeau a tout de suite associé recherche fondamentale, recherche et développement en matière de science économique, bien sûr à l'échelle comparée internationale, et puis les besoins des industriels, le monde de l'entreprise, petites et moyennes, grands groupes. Nous allons organiser ce dialogue, notamment au sein d'un nouveau conseil scientifique qu'on est en train de bâtir à marche forcée. Mais voilà, l'académie aussi, elle a à la fois ses lieux de mémoire et lieux de projection, et donc l'intelligence économique et prospective doit avoir un avenir opérationnel tout à fait essentiel. Merci pour votre attention. Je passe la parole peut-être à Alain pour les commentaires. Merci Philippe. On peut enlever le document maintenant. Je le fais. Voilà. Pour remettre les écrans un peu plus. On voit mieux. Voilà. Voilà. Bien, merci beaucoup Philippe. Donc, alors, je laisse tout de suite la parole à Alain pour l'habiller. Non, ben, moi, merci. Moi, je voudrais juste compléter un peu ce qu'a dit Philippe sur quelques points ou insister sur quelques points parce que dans la réflexion qu'on a menée tous les trois et ces travaux qu'on a fait ensemble, comme il l'a raconté pendant une longue soirée à Corté, hein, parce que l'université de Corse, c'est passionnant, mais le soir, il n'y a pas grand-chose à faire, donc on en a profité. Il y a plusieurs points qui me paraissent importants et sur lesquels l'intelligence économique n'a probablement, on est pendant un certain temps en tout cas, passé à côté alors qu'ils apparaissent au fur et à mesure des développements comme essentiels. Et moi, je voudrais revenir sur 4 points qui ont été évoqués. Le premier, c'est la géopolitique. Je pense vraiment que quand on a lancé l'intelligence économique, on a parlé des renseignements économiques. On a oublié de placer ce renseignement dans un cadre beaucoup plus vaste, qui est celui des rapports de force et des jeux politiques, des jeux géopolitiques qui se passent entre les États. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une société internationale, et ça te fera plaisir, mais quand on est par exemple au niveau européen, on ne peut pas travailler sérieusement au niveau européen sans tenir compte de l'environnement, la politique, la géopolitique de chacun des pays qui nous concernent. Parce que sinon, on passe à côté. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe avec la Pologne, par exemple, si vous ne savez pas les relations qu'a la Pologne avec les États-Unis et les conséquences que ça aura sur l'Europe en tant que telle. L'on parle du Brexit, on ne peut pas regarder l'Europe de demain comme elle était hier, à partir du moment où un des piliers de l'Europe, qui était l'Angleterre, est parti. Alors, je ne vous dis pas c'est bien ou c'est mal. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que dans le travail d'intelligence économique, il y a eu un aspect géopolitique qu'on a souvent négligé,
alors qu'il se révèle essentiel pour comprendre, d'autant plus, et là je rebondis sur un autre point que je voulais évoquer, c'est qu'on s'aperçoit que tous les pays et les groupes de pression utilisent l'influence pour nous orienter, hein, de manière plus ou moins manipulée bien sûr, et que cette capacité d'influence fait que si on n'y fait pas garde et si on ne fait pas de l'analyse géopolitique, on va se faire complètement tromper par rapport à la réalité. Et ça, il y en a des exemples de tous les côtés. Donc, oui, il y a l'aspect géopolitique. Le deuxième aspect, tout à l'heure Philippe en a parlé, mais je veux encore réinsister là-dessus, c'est en France l'absence de prospective. Bon, là, on vient de recréer le commissariat au plan, mais il faut bien dire que la France est un pays dans lequel les prospectivistes, les gens qui essaient de penser à l'avenir, on ne les prend pas en compte. Alors qu'on voit bien que dans le monde actuel, dans ce monde chaotique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et dans tous les sens, le secret, c'est l'anticipation. Ceux qui sont capables de décoder, de se projeter à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, pour voir un peu où il faut aller, ceux-là ont toutes les chances de s'en sortir. Et ça, on le dit, on le dit, nous, quand on parle d'intelligence économique, on avait tendance à le voir, mais à court terme, en définitive, en disant, bon, ben, allez, on a une stratégie et puis on va y aller. On a des informations, on va les mettre en œuvre. Non, il faut construire une réflexion prospective et qui va permettre de se projeter pour ensuite fixer des objectifs suffisamment éloignés pour, d'une part, ne pas obliger à faire des contorsions à chaque instant, d'une part, donc ça c'est important, hein, mais également parce qu'on voit bien que pour une entreprise, dans le monde de l'entreprise, c'est la vision à moyen et long terme qui crée l'espérance et qui crée la motivation. On ne fait pas rêver les gens sur le résultat annuel et la marge dégagée sur le chiffre d'affaires. C'est clair. Donc, si on veut, et on voit bien aujourd'hui où avec les réseaux sociaux, les autres aspects sont pris en compte de plus en plus fort, il faut réfléchir à ces problèmes d'anticipation, de vision à long terme, et pour motiver les gens, et ça, pour ça, on a besoin de la prospective. Donc, il faut réhabiliter la prospective et elle s'intègre pleinement dans l'intelligence économique telle qu'on la préconise. Alors, il y a un troisième élément sur lequel on est aussi passé à côté, bien que DJ, cher au cœur de Philippe Clerc, l'avait évoqué à côté du social, mais c'est le problème de la culture. Aujourd'hui, on ne peut plus, en intelligence économique, raisonner, analyser une situation, une société, un groupe, un État, et ses réactions, ses capacités, sans tenir compte de la culture. Vous ne pouvez pas travailler avec les Allemands, pour prendre un pays à côté, sans comprendre comment ils sont, c'est-à-dire leur culture. Et je suis frappé de voir combien, plus on avance, hein, plus on voit combien les Français ne font pas l'effort de se mettre au niveau des autres. On est tellement convaincus que nous avons tout donné au monde qu'on ne veut pas comprendre que les autres sont différents de nous. Et que souvent, étant différents de nous, ils sont meilleurs. Parce que ça aussi, c'est une autre question. Le réalisme, si vous voulez, c'est important. Alors, la culture, c'est quelque chose d'essentiel. Parce qu'en plus, on le voit bien, quand on fait des négociations à l'extérieur, souvent les négociations sont ratées parce qu'on n'a pas respecté les codes et les usages du pays en question. Ça paraît pas, mais c'est énorme. Et ça peut. Moi, je me souviens toujours de l'échec entre Volvo et Renault. On n'a pas fini de le payer, hein, où le président à l'époque, le président de Renault, était allé négocier avec les Suédois à la française. Ça s'était terminé en 48 heures, par un échec total. Parce qu'on ne travaille pas avec les Suédois comme on travaille avec les Français. Mais cet exemple-là, on peut le donner partout. On peut le donner avec les Chinois, avec les Américains, et la réciproque est vraie d'ailleurs. Beaucoup d'échecs dans les négociations, les rapprochements ou les fusions tiennent simplement au fait qu'on n'a pas respecté la culture de l'autre. On s'est comporté un peu en colonialiste ou en puissant par rapport à l'autre, et ça ne marche pas. Mais pour que ça marche, il faut faire l'effort de comprendre
Ça veut dire qu'il faut faire l'effort dans l'intelligence économique de prendre également en compte les aspects culturels. Et pour terminer, je voudrais juste, là encore, on l'a évoqué longuement évidemment dans notre livre, c'est l'influence. Parce que quand on s'est intéressé à l'intelligence économique, les uns et les autres, dans les années 90, on a vu que, bon, on a pensé recherche du renseignement, analyse et traitement du renseignement utile pour être bon en économie, en économique. On y a ensuite très vite ajouté une dimension sécurité, qui était normale, puisque quand on découvre la facilité avec laquelle on peut avoir des informations sur les autres par des moyens légaux, on se dit qu'il faut se protéger. Donc la sécurité devient, est une nécessité. Et quand en plus on découvre après combien certains pays et certaines entreprises de certains pays ne respectent absolument pas les règles légales, sous une forme ou sous une autre, en appliquant d'autres lois qu'on peut qualifier un peu de scélérates, ou au contraire, en ne respectant pas les lois, dans tous les cas de figure, il faut apprendre à se défendre. Donc, la sécurité économique est évidemment la première déclinaison de la partie renseignement économique ou intelligence économique dans le sens anglais du terme. Mais derrière ça, on a vu, à partir des années 2000, et en définitive, c'est à l'origine, il faut bien revenir à l'origine, à l'influence, maintenant beaucoup de gens en parlent, mais les gens oublient que c'était ce que les militaires appelaient les PSYOPs, hein, qui a été en particulier un des éléments clés de la guerre au Kosovo, la guerre dans les Balkans. Et ça a été étudié, bon, ensuite c'est sorti, et maintenant les entreprises et les États utilisent l'influence dans tous les sens. Mais là aussi, il faut apprendre à gérer l'influence, parce que d'abord c'est essentiel, on est obligé aujourd'hui de l'utiliser pour expliquer des stratégies, se défendre. Donc il y a toute une partie, je dirais, absolument nécessaire, mais aussi parce qu'on découvre qu'un certain nombre d'États, d'entreprises, de groupes de pression utilisent l'influence dans tous les sens, et ça va, je dirais, du complotisme aux fake news, en passant par des manipulations d'informations, dans le but de forcer la main des uns ou des autres. Et alors là, face à ces actions d'influence déviantes, je dirais, par rapport à l'idée qu'on s'en faisait au départ, le seul moyen pour s'en défendre, c'est d'aller chercher la véritable information. C'est de ne pas être dupe de ces manipulations, si vous voulez. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec des médias dans lesquels, il faut bien le dire, le niveau, et ce n'est pas du tout une critique des journalistes, bien au contraire, mais le niveau moyen des journalistes a baissé parce qu'il n'y a plus les mêmes exigences de connaissances personnelles qu'il y avait à une époque, puisque maintenant, avec Wikipédia, Internet et tout ce qu'on voudra, hein, et les réseaux, on peut arriver à avoir beaucoup d'informations sans avoir à les connaître soi-même. Donc ça change le rapport à la connaissance qu'on avait pu avoir avant. Mais du coup, nous, en intelligence économique, il faut aussi qu'on comprenne que le rapport à la connaissance ayant changé, les freins qui existaient avant, ou les systèmes qui rectifiaient l'information qui existait avant, n'existent plus aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on détecte et qu'on comprenne ce qui se passe, là encore, dans ces actions d'influence, de manière à pouvoir soit communiquer, oui, dans un sens ou dans un autre, pour se défendre ou pour attaquer. Donc, tout ça nous fait dire que l'intelligence économique du futur, elle n'est plus du tout celle qu'elle était il y a quelques années, celle qu'on a connue, celle qui a démarré chez les Américains, chez les Suédois et qui est venue chez nous. Je crois qu'il y a une grande différence aujourd'hui, tout a changé. Alors, pour terminer, pour pas répondre aux questions, parce que c'est le plus intéressant, et aux différentes questions, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que quand on regarde et qu'on analyse très froidement la situation et qu'on essaie d'imaginer le futur, avec l'utilisation de toutes les nouvelles techniques digitales qui font aussi partie de l'histoire, parce que l'intelligence artificielle, tous les nouveaux logiciels disponibles,
même l'arrivée prochaine du quantique avec tout ce que ça va apporter, tout ça va bouleverser l'intelligence économique et les moyens d'acquérir et de traiter les informations. Il faut en être conscient. Mais derrière tout ça, ce qui m'inquiète beaucoup actuellement, moi, c'est de voir que notre pays euh, a fait un choix que je ne critique pas du tout, qui est de dire, nous, c'est pas l'intelligence économique globale qui nous intéresse, c'est la sécurité économique. Au moins, c'est clair et c'est déjà très bien. Bon. Mais ce qui m'inquiète, c'est que autour de ça, rien ne bouge. Alors que nous voyons les Allemands, qui étaient plutôt derrière nous il y a quelques années, progresser très vite, qu'on voit tous les grands pays se développer en intelligence économique, alors les Américains, les Chinois, les Russes, tout le monde s'y met. Hein. Les Africains, tout à l'heure Philippe le rappelait, et on le sait bien, puisqu'on on fait tous les deux partie d'une espèce de chaîne d'intelligence économique africaine qui marche formidablement bien. Bon, piloté par le Maroc, entre parenthèses, pas par nous, mais par le Maroc. Hein. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une évolution qui se fait partout, et nous, il faut faire très attention de ne pas rester dans notre petit monde fermé que nous avons connu et dans lequel les Français sont révélés plutôt bons en intelligence économique, mais qu'il faut s'ouvrir aux nouvelles réalités. Et le but de ce livre, c'est ça, c'est de dire, bon, on a peut-être été bon à une époque, mais attention, d'autres progressent très vite. Il faut qu'on prenne en compte d'autres facteurs qu'on ne prenait pas en compte, sinon on sera rapidement dépassé par rapport à d'autres pays et à ce moment-là, c'est nos entreprises qui en subiront les conséquences, ce qui est très dommage. Il reste la grande question, comment mobiliser les entreprises françaises sur l'intelligence économique? Et là, ben, il y a un problème de formation qui n'est pas prêt d'être résolu. Voilà. Hop là, voilà. Merci Alain pour ces compléments. Alors, j'ai noté les 4 piliers aussi. Hein. Les 4 piliers, je vais revenir dessus. Je vais poser ma traditionnelle question de baguette magique à tous les deux. Alors, en coaching, on dit que avant de passer à l'action, il faut regarder bien les réalités et les options, hein, toute la famille des réalités et les options, et sans doute faire des choses aussi mesurables, accessibles, réalisables et déterminées dans le temps. Si je vous donnais à tous les deux ma baguette magique, là, mais attention, elle fonctionne, hein, donc, pour gagner du temps, pour réaliser des objectifs, encore une fois, réalisables et pas utopiques, mais gagner du temps et passer au-delà de certaines réalités qui empêchent d'avancer, etc. Si vous aviez un vœu en priorité, ça serait quoi? Philippe, tu veux répondre ou Pour aller plus vite, vas-y Alain, je réfléchis pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Moi, le vœu que j'aurais, c'est une mobilisation. Je veux, c'est que les Français, les entreprises françaises, les dirigeants des entreprises françaises comprennent que ce n'est pas par l'intelligence ou par la formation de base qu'on devient bon dans la compétition internationale. Et que pour être efficace dans la compétition internationale, il faut maîtriser tous les éléments qui permettent d'être efficace. Et dans ces éléments-là, l'intelligence économique, avec tous ses apports, est un outil essentiel. Alors, je constate que dans les grandes écoles aujourd'hui, on ne forme pas les dirigeants à cette approche-là, alors qu'elle est essentielle. Et je constate par contre que dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, hein, mais il n'y a pas que, hein, je pense qu'en Chine c'est pareil, eh bien, on est en plein dedans. Donc là, on a un problème de fond. Voilà. Et mon souhait, c'est que ça change. Alors, je dirais, pour répondre à la baguette magique, on parlait de l'Afrique tout à l'heure. Opérons un raccourci. Les Africains sont dans le leapfrog, le raccourci technologique. Et donc, on a la chance, on l'évoquait en introduction et on l'écrit dans les livres, la chance d'avoir des startups qui développent dans le domaine numérique des applications tout à fait remarquables. Et donc, il faut revenir à ce que Robert Guillemot, quand il fondait les pionniers de l'intelligence économique, il ne faut pas l'oublier, déjà aux États-Unis dans les années 70-80, quand il installait Inforama,
Inforama, c'était déjà l'articulation entre les logiciels, enfin oui, on va appeler ça les logiciels, les technologies numériques de l'époque et l'intelligence humaine. Et donc, il faut accélérer ou mettre un axe de travail et de financement sur ce lien essentiel entre la machine et l'homme. Mais il faut bien le relier aux hommes, c'est-à-dire aux organisations. Car la machine, et on l'a vu souvent, les algorithmes sont tellement performants que quand on introduit des biais cognitifs dans les algorithmes, ils nous sortent des aberrations. Et donc, il faut cet équilibre. Mais il faut le gérer dans ce raccourci, puisque nous sommes la Startup Nation, il faut accélérer ce processus, intensifier ce que fait Cap Digital, par exemple, ce pôle de compétitivité qui travaille sur l'intelligence artificielle appliquée aux analyses et aux intelligences augmentées. Alors, je vais prendre les questions, je vais les mixer avec les miennes, mais j'en ai sur les 4 piliers. Donc, c'est vrai qu'on aborde beaucoup le temps du rapport Martre. Moi, je me souviens, mon premier, ça a été en 92, où dans toutes les affaires, quand je regardais sur l'Asie, c'était mais comment essayer de s'y retrouver avec toutes les informations qu'on peut avoir et fait un rapport, initier un rapport sur l'intelligence des services et puis notamment avec les entreprises, avec les groupes essentiellement. Et c'était pour regarder justement la conjonction des apports de chacun, quoi. Donc, je pense que peut-être ce qui ne va pas dans les entreprises, c'est peut-être qu'on appelle le bottom-up down, en disant des choses qui remontent, puis des choses qui ne reviennent pas forcément. Et puis au bout d'un moment, ben, on s'arrête, quoi. On s'arrête de partager l'information. Et c'est peut-être la maladie qu'on a entre nos groupes et les PME. Je vois souvent les PME se reposent trop sur les groupes et les groupes qui disent faire du partenariat, de la stratégie, le font pas forcément. Et ça, c'est peut-être une attitude française. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres. Par rapport aux Allemands, qui chassent plutôt en meute. Oui. Alors que nous, on chasse. Non, les Allemands chassent plutôt en escadre, pardon, et pas en meute. Et nous, nos PME sont obligés de chasser en meute parce que justement, chacun pour soi dans son coin. Mais peut-être au coup du sifflet, au coup du canon, les gens se rassemblent, mais il est trop tard pour ça. Donc, c'est peut-être ça pour revenir sur la fin en disant est-ce que c'est pas justement c'est ce clivage qu'on essaie d'y travailler depuis 30, 40 ans, enfin depuis toujours, entre les PME françaises et les groupes qui font que ça n'avance pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, on a fait un événement sur le Mittelstand l'an dernier, et on a été convenu, il ne faut pas copier le Mittelstand, parce qu'en fait, déjà, on ne sait pas ce que c'est, il y en a qui disent c'est les ETI ou pas, ça n'a rien à voir. Donc, est-ce qu'il ne faut pas imaginer une intégration des systèmes économiques entre, par exemple, la France et l'Allemagne, qui ne se ressemblent pas, mais qui fonctionnent de façon complémentaire pour arriver à quelque chose avec les éléments communs, les éléments spécifiques. Ouf. Est-ce que tu peux faire préciser ta question? Toi, tu te dis pourquoi pas faire une alliance entre les entreprises allemandes et françaises pour être plus efficaces? Ce n'est pas une alliance, parce qu'en tant que puriste, l'alliance, on sait faire la même chose et on Oui, non, peut mais faire de oui. l'espoir. Ça, c'est plutôt du partenariat avec des savoir-faire, des savoir-être communs, complémentaires pour faire mieux, si tant est qu'on a envie de le faire. Je crois, moi je vais être très, très dur, hein, mais je laisserai Philippe répondre plus. Moi, moi je pense qu'aujourd'hui, je pense que dans le cadre de la crise et des dernières décisions européennes qui ont été prises, je pense que l'Allemagne a pris une avance considérable sur la France en 1 an et demi. Et que donc, quand on parle de travailler ensemble, je pense que malheureusement, le rapport de force s'est changé et que ça sera de plus en plus difficile. Voilà. Il n'empêche que je pense qu'on a tout intérêt à prendre exemple, effectivement, sur les Allemands, sur la manière de travailler des Allemands, mais pour aller dans ton sens, mais en y ajoutant quelque chose de plus, je pense que la caractéristique du système allemand, c'est qu'il y a une cohésion entre les petites entreprises et les grandes, avec les Länder, mais il y a aussi une volonté d'État d'aider tout le monde pour avancer. Ah oui. Si tu veux, en définitive, c'est un bloc qui avance. Avec les Allemands, c'est un bloc.
Parce Et qu'on a fait la c'est chasse vraiment en différent. escadre, Pardon? avec la chasse en escadre. Donc c'est tout des Mais oui, mais bateaux c'est exactement. qui viennent Hein. complètement. C'est ce que disait d'ailleurs Christine Lagarde. Christine Lagarde, quand elle est arrivée, quand elle était ministre du Commerce extérieur, venant des États-Unis, elle disait, quand je vois travailler les Allemands, ils travaillent en escadre, Voilà. Ça. avec les petits bateaux, les gros bateaux, Tac. mais tout le monde orienté par l'amirauté. Mm. Et oui, mais c'est toute la différence avec nous, si tu veux. Eh oui, Et tout à ça, fait. c'est tout le problème. Hein. Et là, je pense, alors on revient à l'intelligence économique parce que si justement, pour comprendre pourquoi il y en a d'autres qui marchent mieux que nous, on faisait l'effort de faire l'analyse de leur système, de comprendre comment eux marchent, je pense qu'à ce moment-là, et c'est de l'intelligence économique pure, je pense qu'on pourrait en tirer des enseignements et en l'adaptant à la culture française, parce que la France n'est pas l'Allemagne, il y a une autre culture. Alors voilà, d'accord, on est d'accord. Hein. On revient sur la notion de culture parce que c'est pas forcément parce qu'ils fonctionnent comme ça que nous, on peut forcément le faire. Le copier-coller, Absolument. il faut faire un coup de tamis parce que quand je parlais des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, et il n'y a pas que la France et l'Allemagne en Europe non plus. Hein. Donc il y a d'autres pays dans le groupe de Visegrad, dans les pays Oui. nordiques, on le voit dans les côtés sécuritaires, on parlait de Frontex. Cette notion de solidarité, finalement, les 4 points cardinaux, on les comprend aussi. Hein, mais il y a peut-être des cultures communes, un peu quand, avec l'article sur la segmentation, qui a fait un peu de bruit, mais qui en Allemagne n'est pas forcément aussi bien accueilli aussi, hein, se redire. Regardons quels sont nos éléments communs, nos spécificités en confiance, et cette fois-ci, on essaie d'aller de l'avant. Mais ça, c'est effectivement cette notion de culture. Et même les Allemands nous disaient, on a rebondi entre les Portugais et les Allemands sur les présidences, c'était la semaine dernière, en insistant bien sur les mots qui ne comprenaient pas forcément les mêmes mots, mais pour finalement dire la même chose, mais parfois, ça, c'est vraiment, on interroge beaucoup là-dessus. Alors, géopolitique, certaines questions reviennent toujours, mais on a fait le constat en France, ça marchait, on a un peu donné l'exemple, maintenant c'est les autres qui se réveillent. On pourrait très bien dire, Alain, on en parlait en préparation, le côté protectionniste de la France et le côté, on attend sur la RGPD, la France surprotège, mais les autres, finalement, c'était un stade. Qu'est-ce qu'on fait après avoir surprotégé, alors que la France, c'est un but. Tu disais, la France était assez bonne et maintenant ce sont les autres qui font autre chose. Euh, Qu'est-ce qui a fait que justement on s'est reposé sur nos lauriers, que ça marche moins? Ça, c'est une question qui revient souvent. L'affaiblissement de l'IE, etc. Qu'est-ce qui a fait cet affaiblissement? Philippe, tu parles un peu? Sur cette, oui, sur l'affaiblissement, mais on l'a bien noté. C'est toujours ces fondamentaux de nos cultures, notre relation à l'information et à la connaissance à l'échelle des écosystèmes, hein, qui nous a fait défaut. Ensuite, aussi, il faut le dire, on a quand même évolué. Alain le disait sur nos politiques publiques. Aujourd'hui, l'arsenal qu'on a mis en place, certes défensif, mais qui permet aussi de compenser les assauts chinois ou américains au niveau du CICE est tout à fait bien établi et remarquable. Et donc, on a toujours, je pense, et on le vit dans les chambres de commerce, c'est-à-dire une culture par rapport à, comment dire, à tout ce qui est lié à la connaissance, au savoir, à la curiosité, tous ces éléments-là, une forme de conservatisme. Et je reviens sur ce qu'évoquait Alain en introduction de son propos tout à l'heure, la géopolitique. Tous les analystes et les observateurs notent que, y compris sur beaucoup de grands groupes, de grands groupes, il y a même qui sont internationalisés, il y a un défaut d'intégration de l'analyse, alors là on va dire profonde, des enjeux de géopolitique, une méconnaissance de ce qui peut se déployer à l'étranger et de la réalité géopolitique, géoéconomique, des tensions géoculturelles
qui est assez remarquable chez nous et qu'il faut rattraper. Je me souviens de l'école Grenoble Management qui avait fait un papier sur ce sujet, d'autres observateurs qui nous observent, comme Nicolas Collin depuis l'Europe, et qui dit attention, attention, ce défaut d'intérêt qu'on va retrouver, y compris dans l'apprentissage des matrices d'analyse pour l'intelligence économique et stratégique que développent les Japonais, que développent les Américains, ou qui s'hybrident avec ce que développent les Chinois. Nous avons tous les réseaux pour l'observer, l'analyser, se le réapproprier. Ça n'est pas fait. Aujourd'hui, on apprend la publication d'ouvrages sur notre sujet, d'anticipation de ce qu'on appelle les innovations foudroyantes, on l'apprend par les Américains, à nouveau. Et donc ça, c'est un vrai sujet, cette dépendance. Et donc, je reviens sur ce fait aussi, cette orientation qu'on a traitée dans l'ouvrage, il faut se mettre absolument sur cette fonction de recherche et développement. Il faut que nous innovions, et nous avons capacité à le faire, et toute l'histoire de la science économique moderne, c'est de l'hybridation, c'est un creuset d'analyse comparée, de fabrication de matrices et d'outils qui viennent d'un peu partout. Les Chinois ont bâti leur intelligence économique ou leur renseignement ouvert de cette façon. Nous devons continuer à le faire. C'est pas continuer, il faut se remettre au travail sur ces sujets tout à fait essentiels. Mais pour prolonger ce que tu viens de dire, quand tu parles des Chinois, par exemple, qui sont très bons et qui sont devenus très bons en intelligence économique, mais ça on le savait, on les connaît en plus, on sait qui ont été les pères de l'intelligence économique et stratégique chinoise. C'est fascinant de voir, par exemple, dans les routes de la soie, dans le développement des routes de la soie, de voir l'application méthodique et les analyses qui sont faites sur le plan intelligence économique et stratégique, hein, pour faire des choix sur les fameuses routes en question, sur les 3 routes de la soie qui sont en train de se préparer et où on est à la fois dans l'anticipation, on est à 10 ans, 15 ans, ils installent déjà, ils pensent déjà on va faire certaines choses, ils installent des relais, hein, donc qui ne fonctionnent pas encore aujourd'hui, mais pour le futur. Donc il y a une capacité d'anticipation, une capacité stratégique et la prise en compte des cultures des gens. Vous ne travaillez pas, ils ont fait une négociation récente avec les Iraniens, par exemple. Bon, c'est très intéressant de voir comment ils s'y sont pris, parce qu'ils n'ont pas fait du tout de la même manière qu'avec les Pakistanais ou avec les Italiens, hein, où on les a vus travailler en essayant de récupérer les problèmes de santé pour montrer qu'ils étaient bons. Donc, on voit bien que chaque fois, il y a des analyses qui sont faites, c'est très intéressant, et que ces grandes puissances, hein, la Chine en particulier, eh bien, elle utilise toutes les informations qu'elle a recueillies pour être le plus efficace possible. Donc là, on est non seulement dans l'intelligence économique, mais dans l'anticipation. Et tu l'as rappelé, Philippe, on a aujourd'hui des capacités avec les outils modernes, on a des capacités non seulement d'avoir beaucoup d'informations, mais de pouvoir les traiter. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite et ça va beaucoup plus loin, hein. Mais encore faut-il en avoir la volonté. Et je constate que nous avons un certain nombre de chercheurs dans les domaines de l'intelligence économique, comme par hasard, comme pour beaucoup d'autres domaines, comme dans le digital, on les retrouve aux États-Unis ou on les retrouve ailleurs parce qu'on n'a pas su les garder chez nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas justement d'opportunité pour réfléchir et travailler dans la durée, hein. Et ça, c'est un vrai problème. Il va falloir qu'on voit comment dans le futur, comment essayer justement de se créer, de relancer une école d'intelligence économique moderne du futur dans notre pays pour pouvoir en bénéficier. Mais ça, c'est soit une volonté d'État, ça. Je ramène ça au niveau, encore une fois, européen, hein, donc c'est la France pour l'Europe ou l'Europe dans la France avec les autres pays. On dit la France, bon, on était bon et puis maintenant d'autres ont peut-être pris le relais. Alors, pourquoi pas le reconnaître aussi et puis de faire avec eux. Dans beaucoup de domaines, on voit la France, les Allemands et les autres, hein, et les autres sont souvent avec les Allemands. Donc, moi, je vois, est-ce qu'il y aurait pas, est-ce que vous ressentez tous les deux aussi, enfin, on le voit au niveau européen avec Éric Breton, qui n'est pas tout seul maintenant, Madame Vestager a changé aussi son fusil d'épaule. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui tout est possible, sachant que dans les années 90, on voyait bien, et vous l'avez tous les deux, il y avait les rapports états-uniens et les rapports japonais où on voyait la façon dont ils faisaient leur marché en Europe.
mais on ne pouvait rien faire en France parce que le mot politique industrielle était complètement tabou. Alors que maintenant, on en parle un peu plus. Il y a même une semblant de politique industrielle au niveau européen qui pourrait permettre finalement enfin de dire, de comprendre cette fois-ci comment les Chinois font leur marché et de réagir de façon intelligente entre nous, de façon séparée. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez aussi tous les deux qu'il y a quelque chose à faire au niveau européen, sur une intelligence européenne, justement une intelligence européenne, avec un peu tout ce qui peut faire en sorte pour, enfin, contrer, on dit contrer, pas forcément contrer, mais se mettre en interdépendance avec surtout les Chinois, mais pas que. Tout à fait. Alain, Oui, oui, bien sûr, avec quand même, avec quelques limites, c'est que on voit bien le problème. Quand on travaille avec les autres Européens, il faut aussi regarder la réalité de ce qu'ils sont et ce qu'ils font et ce qu'ils veulent. Tout à l'heure, tu parlais du groupe de Visegrad. Le groupe de Visegrad a des objectifs en Europe totalement différents des pays du Sud, que d'ailleurs ils appellent le Club Med, c'est-à-dire l'Italie, la France et l'Espagne. Hein, ça veut tout dire. Bon, il est clair que pour eux, la vision de l'Europe n'est pas du tout la nôtre. Et pour prendre un exemple, quand on dit, par exemple, nous on dit, alors les Français en particulier, on dit, ah, la défense européenne, mais dans ces pays-là, il n'est pas question que la défense européenne soit européenne, parce que pour eux, la seule garantie de se protéger par rapport aux Russes, compte tenu des mauvais souvenirs qu'ils ont de l'époque de l'Union soviétique, ce sont les Américains. Donc, nous, on a beau crier dans le désert, on n'arrivera à rien. Donc, ça veut dire que quand tu dis, et on est bien d'accord qu'il faut travailler avec les autres, mais il faut aussi être réaliste et ne pas croire qu'on pourra imposer aux autres notre vision des choses. On en a un bon exemple avec l'Allemagne, avec le SCAF. Hein, j'ai vu qu'il y avait Voilà, c'était une question qui arrivait. une question dessus. Mais moi, alors là, je vais pas plaire à mes amis de chez Dassault, sans doute, mais franchement, quand on voit ce qui est en train de se passer au niveau du SCAF, mais ça s'appuie sur une méconnaissance totale des intérêts respectifs des uns et des autres. Parce que nous, on s'imagine qu'on va tout garder parce que c'est nous qui sommes bons, et les autres, eux, ils veulent récupérer ce qu'on sait pour pouvoir ensuite faire leur propre truc. Donc, c'est un marché de dupes. Mais la question, c'est, dans ces conditions-là, est-ce qu'il faut faire un SCAF? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Et moi, je vais te dire, compte tenu de ce qui se passe et de ce qu'on voit dans le monde entier, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer l'avion de la dernière guerre et non pas celui de la prochaine? Je suis très méchant, mais le problème, il est là. Oui, c'est vrai que le SCAF, on pourrait parler d'autres programmes aussi. Et on pourrait parler, bien sûr. Est-ce qu'on crée des programmes chez nous, mais en réaction à quoi finalement? Est-ce qu'on crée des programmes? On parlait du plan de relance, on a beaucoup communiqué dessus. Est-ce qu'on le fait pour les besoins propres ou dans une perspective, ou alors un peu les deux finalement? Hein? Donc, oui, voilà, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas changer de mentalité? Oui. Voilà, est-ce qu'il faut c'est vrai que dans la stratégie, ce qui est intéressant, c'est que Philippe aussi, on a connu le plan, le commissariat au plan. Alain, tu disais effectivement, si on parle de prospective, moi j'entends des entreprises qui parlent de stratégie à 1 an ou 2, alors que la stratégie c'est 5 ans, quoi. Donc c'est pas une stratégie du tout. Mais est-ce que c'est parce qu'on n'est pas habitué au niveau des groupes, etc., à demander des reportings tous les 6 mois, voire maintenant tous les 3 mois, parce qu'il y a des étrangers, des capitaux étrangers, alors que les fonds d'investissement sont des vrais acteurs de politique industrielle quand on ne sait pas faire en dehors, mais avec des notions de reporting qui sont qu'on les met encore plus, les entreprises menées dans le guidon, alors qu'il faut vraiment une stratégie au moins à 5 ans, enfin au plus à 5 ans pour la stratégie. C'est toute cette problématique-là qui permet c'est vrai que à la fois se mettre en recul. C'est vrai qu'on a énormément de mal à sensibiliser des PME qui disent, bon, réfléchir, la stratégie, l'intelligence, c'est une perte de temps parce qu'il n'y a pas de, finalement, je vais gagner combien? Et c'est quand on leur montre que ça peut réduire les notes les notes d'honoraires, d'avocats, etc. Ça peut continuer à perdurer le chiffre d'affaires. Moi, je vois dans l'innovation, il y a des entreprises qui vont dans des programmes d'innovation, des PME,
Mais même si elles ne gagnent pas, je leur dis, mais soyez contentes, vous avez découvert d'autres partenaires qui étaient auparavant des clients, enfin des concurrents, etc. Et puis voilà, donc je crois que peut-être que pour faire passer l'intelligence dans les entreprises, il y a peut-être un effet de levier particulier qui est peut-être encore à trouver, dont tu peux nous donner le secret aussi. Non, mais dans ce que tu disais, quand on regarde l'Europe, par exemple, est-ce que l'Europe, il faut chercher à faire des affaires dans lesquelles il y a un équilibre entre les uns et les autres, ce qui est très difficile, parce qu'en général, les associations, il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, chercher à être complémentaire, ce qui est tout à fait une autre démarche? Mais pour être complémentaire, il faut bien connaître l'adversaire, il faut bien connaître celui qui peut être le partenaire, qui est l'adversaire et le partenaire. Il faut essayer de construire avec, de voir comment il fonctionne et voir les domaines dans lesquels on pourrait être complémentaires l'un par rapport à l'autre. Moi, je suis très frappé, par exemple, mais bien sûr, pour faire ça, ça nous oblige à changer notre modèle. Ça nous oblige à réfléchir autrement. Et là, on revient à l'intelligence économique. Le premier aspect de l'intelligence économique, c'est de comprendre l'environnement, comprendre la situation, en se jugeant soi-même et en allant regarder les autres. Il ne faut jamais l'oublier. On commence par s'analyser soi-même, ses forces et ses faiblesses. C'est la base même, avant d'aller voir les autres. Or, nous, on ne se regarde pas, on part fleur au fusil et en pensant qu'on est les meilleurs. Donc, évidemment, le problème, il est terrible. Parce qu'on a en face de nous des gens qui sont efficaces et qui n'ont pas forcément le même système de pensée, c'est même à tous les coups d'ailleurs, et de même coup qui vont donc réagir autrement. Et là, on retrouve tous les autres facteurs qu'a évoqué Philippe et que j'ai évoqués sur l'intelligence économique. Hein. Et j'ajouterais une chose, si tu veux, c'est que nous sommes, on prend, nous, alors les Français surtout, hein, on prend des décisions souvent parce qu'elles ne sont pas réfléchies, elles sont sous la pression des événements, mais elles ne sont pas dans la durée. Hein, et ensuite, ben, on se fait piéger. Moi, il y a une chose qui me passionne actuellement, c'est l'histoire du Nord Stream. Les Allemands, avec les Russes contre les Américains, ils veulent terminer le Nord Stream et, entre parenthèses, il sera terminé, c'est évident. Ouais. L'Allemagne n'a pas cédé un pouce aux Américains, alors que Dieu sait si la pression de Trump était énorme. Hein, elle n'a pas cédé un pouce. Bon, pourquoi les Américains se battent contre le Nord Stream? Ils l'ont dit, c'est parce qu'ils veulent d'une part que le gas pipe passe par l'Ukraine, comme ça paiera des royalties à l'Ukraine, qui est devenue un féodé aux États-Unis, mais d'un autre côté, c'est pour vendre leur pétrole de schiste. Et on arrive à une aberration, c'est que la France dit qu'elle est contre le gas pipe, le Nord Stream 2, en disant non, non, nous, c'est pas bien, il faut pas acheter aux Russes, très bien, donc ça veut dire qu'on va acheter aux Américains. Or, les Américains, ils vont nous vendre quoi? Du gaz de schiste, alors que chez nous, on a interdit sa prospection et sa production. Est-ce qu'on est très logique avec nous-mêmes? Comment peut-on être respecté par les autres quand on n'est pas fichu d'avoir des raisonnements qui se tiennent? Oui, tout à fait, exactement. Et là, on est dans l'intelligence économique, parce que les Allemands, le coût du gaz, ça fait 10 ans qu'ils préparent le coup, ils ont fait un premier pipe, ils en font un deuxième, et ils vont devenir la plateforme européenne pour toute l'Europe. C'est le robinet. Donc, ça veut dire que c'est eux qui tiennent les rênes. Hein. Ils viennent de nous faire le même coup avec les Chinois. Hein, en signant l'accord avec les Chinois dans le cadre européen, qui est le grand bénéficiaire de l'accord chinois-Europe, c'est l'Allemagne, puisque l'Allemagne est le seul partenaire de la Chine qui arrive à équilibrer les comptes avec la Chine. Hein. Et moi, je salue bien spontanément les Allemands. Pourquoi ils ont fait cet accord en plus? C'est pour que leurs automobiles puissent être vendues en Chine. On le sait, ils l'ont dit, parce qu'en plus, ça a été clair. Bon. Et leur machine. Oui. À partir de ce moment-là, je dis, est-ce que nous, on ne peut pas pratiquer une véritable analyse économique approfondie pour, quand il se passe ce genre de choses, essayer d'avoir nos propres politiques et surtout les réussir? Oui, bien sûr, oui. Après, il y a le droit des affaires, il y a tous les... Ah, mais après, il y a plein de choses après. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais... Et alors, il y a, pour rebondir, vous avez parlé d'Afrique. Et justement, sur le droit des affaires, bon, il y a quelque chose qui est en train de germer
on essaie de travailler aussi sur l'évolution du droit, entre le droit romain, anglo-saxon mais en Afrique, ça existe depuis, avec OHADA, depuis une trentaine d'années aussi, hein. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tirer d'ailleurs pour réagir chez nous? Et puis, je voulais vous parler de ce que vous pensez de l'initiative 5+5 sur le pourtour méditerranéen, qui est quand même un élément assez stratégique sur pas mal de choses. 5+5 avec les 5 pays européens et puis 5 pays africains qui essaient de travailler ensemble, mais pas que dans la défense, hein, sur plein de choses diverses et variées, ou notamment le Maroc. Vous parliez du Maroc, on avait fait un dîner avec l'ambassadeur du Maroc dans notre cycle Europe-Afrique, justement, où le Maroc était un peu un élément porteur, hein, sur l'Afrique. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tirer aussi de cette discussion, de ce partenariat, à la fois pour l'Afrique, mais pour l'Europe aussi, pour la France Oui, sur le traité WADA, qui du reste est, alors il est à la peine, mais on essaye de le retranscrire en traité WADAC sur la grande zone stratégique Grande Caraïbe, bassin amazonien. Très intéressant Oui. parce que c'est un levier, je dirais un droit supranational tout à fait intéressant. Il se déploie en Europe. Nous avons, je dirais, le droit communautaire. Donc, nous sommes, Oui, mais ce nous n'est pas le sommes droit en des Europe. affaires encore. Il faut remettre ce traité WADA dans la logique que tu viens d'évoquer, 5+5, les 5 pays africains, et de commencer à penser des deux côtés de la frontière, de la Méditerranée, les deux côtés, Afrique, Méditerranée et bien sûr Europe, Méditerranée, Afrique, de penser les questions de sécurité globale, pas de sécurité forcément économique, de nouvelles sécurités qui sont transfrontalières et globales. Ça veut dire quoi? Qu'il faut mettre en place. On a les éléments du traité WADA qui peuvent permettre de consolider ou de sécuriser le parcours d'affaires de nos entreprises, y compris de nos partenaires africains. Mais il faut commencer à penser une intelligence des risques à 360 degrés, du risque climatique, tous les risques qu'on est en train de vivre là dans cette cascade systémique, y compris terroristes bien sûr, qui handicapent les relations d'affaires, de prendre en compte cette intelligence des risques et de mettre en place, dans le cadre 5 sur 5, une sorte de feuille de route de ce que l'on appelle, en France on a un peu d'avance sur ce sujet, la sécurité globale, Mais je qui serait parlais une en termes sécurité transfrontalière. d'interdépendance. Comme il y a l'interdépendance au niveau européen, qu'on doit la France avec l'Allemagne, avec les autres, cette notion d'interdépendance aussi avec certains pays d'Afrique au profit des uns et des autres aussi. Pas forcément toujours dans le même sens. Voilà. Oui, mais là-dessus, il faut bien dire que, enfin, il faut rappeler, là aussi, là, c'est de l'intelligence économique appliquée. Nous avons, il y a déjà 20 ans, il y a plus de 20 ans, hein, il y a 20 ans, l'idée a émergé de faire une Euro-Méditerranée, c'est-à-dire de faire un rapprochement entre les pays du sud de l'Europe et les pays du nord de l'Afrique, dans le cadre d'un ensemble euro-méditerranée, en disant on peut être complémentaires, on peut travailler ensemble. Après tout, nous nous connaissons depuis des millénaires, hein, donc pourquoi pas travailler ensemble. Ça a été torpillé par l'Europe du Nord, évidemment, qui a vu d'un très mauvais œil la possibilité que l'Europe du Sud se renforce par une relation particulière avec les pays d'Afrique du Nord. Bon, du nord de l'Afrique, plutôt. Bon, bien sûr que, et là tu as tout à fait raison, ce genre d'opportunité de développer ce genre de relations, c'est très intéressant. Ça mérite de travailler, ça mérite de s'organiser à plusieurs, hein, avec en particulier les Espagnols, les Grecs, les Italiens, hein, qui sont tous concernés, de voir ce qu'on pourrait faire. Et ça vaudrait le coup de défendre cette position en Europe, pour dire, mais on peut aussi avoir des liens avec des gens du Sud, même s'ils ne font pas partie de l'Europe proprement dite, parce que nous en serons tous bénéficiaires. Donc oui, ça fait partie d'options pour l'avenir qui me paraissent effectivement très intéressantes. Et quand on voit le développement, tu as cité le Maroc, quand on voit le développement actuel du Maroc, ben on comprend que ça peut marcher. Parce que le Maroc est un bon exemple. Effectivement. Et Alors, je sais pas si on juste peut... un Oui. point, François, la Covid-19, la crise sanitaire,
avec plus que le débat, mais la dynamique de relocalisation, réindustrialisation, fait jouer cette interdépendance, Oui. alors là, à moyen terme, où il va falloir relocaliser en pensant, parlant de la France et de l'Europe du Sud, de la relocalisation aussi d'activités ou de la densification des localisations d'activités industrielles, donc qui permettent aux Africains de créer de la valeur, de monter en compétences et enfin Ouais. d'entrer dans le cycle que eux aussi appellent réindustrialisation de l'Afrique. Et nous aurions on crée avec ce 5+5 une zone stratégique. Et là, elle est à portée de main, puisque les relocalisations, je dirais, la dynamique est en cours à l'échelle européenne et française, bien sûr. Ouais. Ouais, d'autant que ces pays-là, tu parlais du droit tout à l'heure, mais nous avons le droit anglo-saxon, hein, qui est en train de peu à peu a tendance à nous consommer, à prendre le pas sur le droit romain, qui était notre droit à nous. Bon, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces pays du Sud, ils sont encore en train de fonctionner, là, pour la plupart d'entre eux, avec le droit romain. Donc là, on a des facilités au niveau négociation. Alors qu'avec les Chinois sont en train de commencer à préparer l'application du droit chinois, y compris sur les lois extraterritoriales. Si mes informations sont bonnes, ils nous préparent des lois extraterritoriales à l'américaine. Hmm. Tout à fait. Donc on va se trouver coincé de tous les côtés. Donc là aussi, il y a un enjeu sur le plan de l'intelligence économique, c'est l'utilisation de notre droit et on peut le faire dans des zones où on a encore une certaine influence. Hmm. Et Donc si ça, je peux me bon, permettre sur ce sujet, tout à fait essentiel, les Chinois viennent, mais c'est tout récent, viennent de décréter qu'il y aurait maintenant, pour répondre, riposter aux Américains, des zones de droit Oui, chinois. Donc il va falloir qu'on se coltine, sauf que les Chinois font partie de l'Union internationale du notariat latin. Donc ils ont un oui, droit qui ressemble au nôtre, qui est plus oui, écrit, qui est proche. plus bon. Deuxième élément, pour compléter ce que tu disais, Alain, c'est que le droit européen de la RGPD, notre règlement de protection des données, a pas mal inspiré la nouvelle loi, qui est le projet de loi chinois de Mhm, protection des données. Les Chinois sont obligés, pour rentrer, enfin pour accélérer la conquête des marchés du e-commerce, notamment par leur plateforme et Alibaba, sont obligés de mettre en place un semblant de loi de protection des données. Très inspiré, je lisais des analyses américaines récemment, très inspiré du droit mhm, européen. Le RGPD est un modèle, donc il faut que nous sachions, et ça c'est un autre sujet aussi qu'on a traité dans l'ouvrage, c'est l'intelligence juridique. C'est un nouveau chantier considérable. oui. Là, on voit que la guerre des droits et cette application chinoise incroyable, depuis fin 2020, s'est annoncée extraterritoriale du droit chinois. Il va falloir que nous puissions y placer nos expertises et jouer du rôle du rapport de force. alors, au niveau du territoire, sur les RGPD, vous aurez remarqué que la Chine et le Japon sont dans le même grand accord commercial dont on a fait des publications récemment, et que le Japon est entré dans la RGPD avec l'accord Union européenne-Japon, hein, où ça a été la plus grande zone finalement RGPD. Alors c'est peut-être pour ça que la Chine réagit. Aussi. Je voulais vous poser la question sur les ultramarins, parce qu'on parlait d'énergie. Je rappelle notre symposium de 2019 où Alain a participé à la première partie, mais on a aussi parlé de pétrole, de gaz, de nucléaire. Et même au niveau des ultramarins, on essaie de travailler pour dire c'est pas que des ultramarins français. Il y en a dans d'autres pays aussi, et puis on peut les mettre à profit de l'Union européenne, enfin de l'Europe, notamment dans un cadre géostratégique et géopolitique, parce que les ultramarins, ils viennent vers la Chine, un peu partout dans le monde, et ça, c'est du patrimoine surtout français, mais qu'on peut mettre à profit aussi des autres pays de la communauté. Donc, comment est-ce que vous ressentez est-ce qu'on peut ressentir ça? Est-ce que c'est illusoire? Déjà, les ultramarins entre eux, essayer de s'organiser de façon même intelligente et marketing, c'est déjà pas facile, mais est-ce qu'on pourrait vraiment valoriser et en tirer quelque chose au profit d'une dynamique européenne, voilà, Mhm. avec tout ce qui comporte? C'est à la fois leur positionnement géographique, mais aussi les richesses qu'ils peuvent entretenir, et puis nous n'avons pas
le domaine maritime qui est encore à exploiter, où les Chinois empiètent de plus en plus aussi. Notamment. Donc la valeur des ultramarins dans cette Mhm. Philippe, oui. Philippe, tu veux dire Mais quelque chose? il faut qu'on voit, par exemple, notamment sur l'Indo-Pacifique, Oui, où le président de la République a dit, nous sommes une puissance, si je ne me trompe pas, nous sommes une puissance, je ne sais plus le terme exact qu'il a utilisé, mais invitée, c'est-à-dire sur cette grande zone où passent bien sûr les routes de la soie, où les Chinois sont très présents sur le commerce international, et n'oublions pas les câbles sous-marins. Et c'est donc, une façon de les voir autrement, quoi. ouais, les voir autrement, c'est de les voir, de reprendre. Alors là, c'est une grille de lecture d'un science publique, de regarder, et il faut les dessiner parce qu'on ne l'a pas fait, nos sphères d'influence. Comme disait Graham Allison récemment dans Foreign Affairs, il dit, les Américains se sont trompés, ils pensaient qu'il n'y avait plus qu'une sphère d'influence dans le monde, c'était la leur. Donc mm, aujourd'hui, on va vivre un oui. retour en force des sphères d'influence, hein, au sens de ces organisations à caractère stratégique qui s'affrontent pour prendre le pouvoir et voir la suprématie à la chinoise ou à l'américaine sur des zones stratégiques. Et donc, les dispositifs, les arsenaux d'intelligence économique qui se mettent en place. Donc, il faut redessiner, dessiner ces sphères d'influence. Et je l'évoquais tout à l'heure, on avait commencé, Alain, si tu te souviens, avec l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie, on avait Oui, lancé cette réflexion. Méditerranée, l'Observatoire d'études stratégiques Méditerranée, oui, Grande Caraïbes, bassin amazonien. On avait sur Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la grande zone nord-atlantique. Et oui. donc, il faut travailler ce sujet pour voler, bien sûr, dans le Pacifique. Voilà ce Mais que je dirais. On n'a pas, sinon, on n'a pas grand-chose. J'ai souvenir, le dernier travail en intelligence stratégique qui a été fait dans le champ de l'intelligence économique de la politique publique, c'était à Bercy, au sein du service de coordination. Il y avait eu un séminaire et tout un travail, non, non, tout un travail, pardon, fait par Bercy sous la tutelle de l'autorité du secrétaire général de Bercy, quid de l'influence de la France, et il y avait tout dans le monde, et il y avait toute une partie sur l'ultramarin. Mais Mm. ça date de allez, 2013, Mm. 2014. Depuis, rien. Donc il faut reprendre cette réflexion à partir de cette notion de sphère d'influence. Mais pour aller dans ton sens, si on parle d'un pays, dans les ultramarins, il y en a un qui est très intéressant actuellement avec ce qui se passe, c'est la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, nous avons des usines de nickel. Le nickel est un produit stratégique, hein, indiscutablement. En plus, à côté du nickel, dessous, il y a du cobalt. Hein, donc, si on veut l'exploiter, il y a du cobalt aussi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Français qui étaient les seuls sur place 20 ans plus tard, il y a une usine qui est une usine sud-coréenne et il y a une usine qui était brésilienne. L'usine brésilienne est à vendre à des Suisses et les Chinois sont en train d'essayer de récupérer l'usine du Sud, hein, à travers un montage, en définitive, pour mettre la main sur la Calédonie sur le plan du nickel. Bon, et, ça, et bien sûr, tout ça s'inscrit dans le cadre d'un grand mouvement, où il y a un peu une partie écran de fumée, qui est la partie indépendance de la Calédonie. Il est évident que si la Calédonie devient indépendante, la Chine met la main sur la Calédonie avec ce qui s'y passe. C'est une réalité. Bon, mais ça, c'est une chose française, c'est un problème franco-français. Mais pour aller dans ton sens, on peut se poser des questions, effectivement, de se dire, est-ce que l'Europe n'aurait pas intérêt à repenser un certain nombre de choses? Actuellement, elle n'en prend pas le chemin puisqu'on ne fait qu'améliorer peu à peu et légiférer de plus en plus ce qu'il faut faire en Europe continentale. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin et repenser complètement le modèle, justement pour se dire, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte aussi les points forts des uns et des autres pour essayer de capitaliser sur une Europe et non pas chacun pour soi et Dieu pour tous comme nous en sommes aujourd'hui? Enfin, je vais terminer, et merci parce qu'on a largement débordé, mais on a tellement de choses à dire, et je vois que les participants sont encore là, c'est parfait. Dernière question pour revenir, tiens, ben voilà, le chat s'invite, pour revenir sur l'armement, la défense.
Est-ce que, vous savez, aujourd'hui, enfin, on parlait du SCAF, donc il y a il y a des programmes enfin, mono-industriels, et puis Dassault a dit d'ailleurs, Eric Trappier a dit que le Rafale serait peut-être pas le dernier avion fabriqué tout seul. Et puis après, il y a la réalité de la coopération. Bon, ça c'est une chose. Par contre, il y a autre chose qui font que, enfin les réalités plus et moins, hein, il n'y a pas que des plus dans la coopération. Parce que dans l'armement, ça coûte toujours plus cher. C'est étonnant, mais c'est comme ça, mais pas étonnant quand on connaît ce qu'il y a derrière. Les offsets, etc. Il y a les produits qu'on fabrique pour les marchés nationaux, et puis il y a les produits export. C'est vrai que dans Oui. l'automobile, on sait fabriquer, par exemple, la Logan. C'est nous qui était le patron de la Logan, donc la Logan, on l'a mis pour les pays de l'Est ou l'export, et puis finalement, on s'est aperçu qu'il pouvait être pour la France. Est-ce qu'on va pouvoir changer un jour la mentalité de dire, finalement, est-ce que les industriels pourraient produire faire des produits uniquement qui se vendent à l'export, sachant que le client, finalement, va l'acheter s'il a le label français du fait que si la France l'a acheté, ok, ça va marcher. Enfin, cette problématique-là, en disant qu'on peut très bien fabriquer, pourquoi pas, des produits qui ne se vendent à l'export et pas uniquement pour les besoins nationaux. Est-ce que c'est pas ça une forme aussi d'intelligence quelque part pour aller de l'avant? Et est-ce qu'on n'a pas besoin de l'Europe entière pour faire ça? Oui, attends, alors là, je voudrais répondre, je connais bien le dossier, si tu veux. Je Ouais. m'excuse, Philippe, hein, mais je voudrais répondre là-dessus parce que je connais bien le dossier. Je crois connaître bien le dossier. Le problème, je crois qu'il faut le poser d'une manière différente de celle que tu le poses. Bon, d'une part, on est tous, tu vois, je suis d'accord avec toi, bien entendu. Aujourd'hui, un produit, une arme militaire, ne peut pas être financé par un pays européen, quel qu'il soit, uniquement pour son armée. Ça coûte trop cher. La recherche et la mise au point coûtent trop cher pour pouvoir se faire uniquement sur un pays. Quel que soit le pays, ni la France, ni l'Allemagne, ni personne. On a donc besoin d'exporter. Jusque-là, bon, on a aussi une solution qui est de réduire le coût pour chaque pays en faisant ça à plusieurs, ce qui semble assez logique. Bon. Le problème qui se pose, c'est que pour l'exportation, à partir du moment où on est plusieurs pays européens à avoir participé, le problème est quelle est la loi qui s'applique pour pouvoir exporter? Est-ce que c'est la loi française? Est-ce que c'est la loi allemande? Est-ce que c'est la loi souhaitée par le Parlement européen? Est-ce que c'est la loi interprétée par la Commission à Bruxelles? On s'aperçoit que, en définitive, les opinions sont très différentes. Les Allemands ne peuvent pratiquement pas exporter de matériel militaire du fait de la loi allemande. Or, au Parlement européen, il a été question récemment que ce soit la loi allemande qui s'applique pour toutes les exportations de matériel militaire depuis l'Europe, ce qui condamne à mort l'industrie française militaire. Ouais. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et justement, tu as tout à fait raison de poser le problème, parce que ça, c'est bien ça le problème. D'un côté, la France peut dire, moi, c'est un domaine régalien, et n'en déplaise aux Européens, en application du traité de Rome, qui reste toujours le traité initial. Tout domaine régalien ne dépend que du pays qui exerce son pouvoir régalien. Donc, je fais des avions en France et je les vends à l'étranger et vous n'avez rien à dire au niveau européen. Mais si on commence à dire, parce qu'on dit c'est idiot, hein, on pourra en vendre autrement en Europe, dans d'autres pays d'Europe. D'accord. Mais à ce moment-là, si on en va à d'autres pays d'Europe, les lois européennes vont s'appliquer. Et on ne pourra plus vendre d'avions à l'extérieur. Et qui en Europe va nous acheter des produits? La réponse est très peu, parce que les Américains savent faire, et un certain nombre de pays, comme ceux du groupe de Visegrad, achèteront toujours américains plutôt qu'européens, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Donc on est dans un piège, en définitive. Et tu poses, à mon avis, un problème essentiel, parce que ça, c'est un des problèmes majeurs à résoudre par l'État français dans les années à venir, parce que ce n'est pas le problème de la défense européenne, c'est le problème de peut-on maintenir dans une Europe telle qu'elle est une industrie de défense française qui permet de vivre
à un certain nombre de gens et qui nous permet de financer notre matériel militaire. Si on ne peut plus, il faut penser à autre chose. Tu vois, donc c'est très intéressant parce que on est au cœur du problème de la coopération européenne. Alors, je vais conclure avec une ouverture, mais sans réponse, parce que ce sera peut-être une autre prochaine fois, en disant effectivement, si on ne sait pas s'organiser, si on ne sait pas, peut-être que les GAFAM qu'on ne voit pour l'instant que dans le numérique, mais ça y est, ils construisent des voitures, et pourquoi pas demain faire de l'armement, et comme ils sont plus riches que certains pays déjà, ben ça sera la gouvernance des GAFAM qui sera particulière, que les GAFAM, on peut même dire qu'ils sont peut-être apatrides d'ailleurs, hein. Ce sera peut-être la gouvernance des GAFAM qui en tirera profit pour faire autre chose. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier tous les deux et merci aussi à tous nos amis qui sont restés pendant cette heure et demie sur ce qu'on a pu aborder à partir des méthodes de deux choses dont on parle depuis très longtemps, avec des constats qui, cette fois-ci, avancent, mais on peut rester persuadé qu'il y a des actions particulières qui peuvent être incluses dans des dynamiques à plusieurs, enfin une façon de penser autrement. Et moi, je suis convaincu que ce qu'on voit au niveau européen en ce moment, ben, tout reste possible. Alors, c'est dommage que ce soit peut-être grâce à la crise du Covid, mais bon, voilà, il faut souvent des crises pour aller de l'avant. En tout cas, merci pour votre travail hein, qui est fantastique et formidable aussi, qui va donner des deux Bibles à exploiter aussi, et puis pourquoi pas une suite aussi dans d'autres domaines particuliers. En tout cas, merci pour votre disponibilité, et puis on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci, bonsoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Même le chat est arrivé. François, tu gardes le chat, la mémoire des chats. C'est enregistré. De toute façon, les questions, on les a. Ouais, c'est très très riche. Je les ai inscrites. Ouais. On se les a posées, hein, les questions du chat. Voilà. Mais la vidéo est enregistrée, donc. Bah, c'est intéressant, il y a des questions intéressantes. Ouais. Ouais. Oui, bon, j'ai pas. Merci à tous. Oui, c'est vrai que sur la dernière sur la chimie, effectivement. Merci à toi, François, pour cette initiative. Allez, bon, Alain, et puis. Une initiative sympathique et intéressante. Ouais. Merci pour. C'est des échanges entre nous, donc c'était bien. Et merci. Je sais qu'il y en avait qui avaient demandé des dédicaces électroniques. Ben, tu nous les communiques. Ah oui. Tu les communiqueras, puis on le fera, ouais. Ça marche. Allez, bonne journée. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Salut Alain. Bonne soirée. Salut Philippe. Salut. À bientôt. Ouais, à bientôt. Bon, comment tu quittes? Quitte.